Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre devenue désormais hebdomadaire organisée par l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive. Et cette semaine, nous avons la grande opportunité de rencontrer une nouvelle personne, une enseignante, et nous allons lui permettre de se présenter, Dr. Sandrine Tchatchou. Nous vous disons merci et bienvenue à cette rencontre. Nous vous passons la parole pour vous présenter vous-même à nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité à participer à ce programme que j'espère édifiera plusieurs d'entre vous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le docteur Sandrine Tchatchou. J'ai enseigné en Ontario, ça fait déjà une dizaine d'années. Et actuellement, j'occupe le poste de directrice adjointe d'une école de la place. Et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, cet après-midi, pour essayer de partager l'expérience que j'ai et essayer aussi de répondre à certaines de vos questions en espérant que je pourrais vraiment apporter une petite lumière sur vos inquiétudes ou sur les questions dont vous vous posez. Donc, je suis prête à répondre aux questions. Merci beaucoup, ce qui est très bien dit. Justement, le plaisir est partagé de notre côté aussi de vous avoir, d'avoir des profils tout à fait variés. Et nous sommes tout aussi heureux et confiants que nos téléspectateurs et téléspectatrices apprendront beaucoup de cette rencontre, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous attaquons une thématique assez originale, assez spéciale, les PEI, plans d'enseignement individualisé et puis le cadre global de ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, des termes quand même, on pourra dire peu ordinaires pour l'auditeur qui n'est pas habitué peut-être au jargon pédagogique ontarien, Tout à canadien fait. ou jargon pédagogique de manière globale. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous essayiez d'éclairer la lanterne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, bien évidemment, sur ces termes-là. Qu'est-ce que le PEI? Qu'est-ce que la différenciation pédagogique? Tout à fait. Merci encore de me donner la chance de répondre à ces questions. Et comme vous l'avez si bien dit, en milieu éducatif ontarien particulièrement, c'est aussi certainement la même chose du côté du Québec. On a des termes qu'on emploie et généralement, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens ce que ça veut dire vraiment parce qu'on l'emploie de manière hebdomadaire, même quotidienne. Et pour nous, c'est assez évident, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc, c'est essentiel de revenir souvent sur la signification de ces termes et d'expliquer vraiment qu'est-ce qu'on entend vraiment quand on dit PEI. Le PEI, comme son nom l'indique, c'est vraiment une abréviation de ce qu'on appelle le plan d'enseignement individualisé. Quand on parle d'individualisé, ça veut dire que ça appartient à un individu. C'est vraiment pour une personne. Et c'est mis en place pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans des sociétés où malheureusement, on observe beaucoup d'enfants qui sont en difficulté. Et c'est ce PEI qui vient en fait être mis en place pour les aider vraiment à réussir malgré les défis dans leur apprentissage. Donc, c'est vraiment un plan d'enseignement individualisé qui est mis en place pour aider l'élève qui est en difficulté. Et généralement, ce plan est basé sur des évaluations globales, c'est-à-dire les points forts de l'élève et les besoins de l'élève. Et c'est tout ça qui va faire en sorte qu'on va concevoir ce plan qui aura certainement des adaptations particulières qui seront nécessaires pour l'élève à réaliser ses attentes d'apprentissage. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment tenir compte de ses points forts et de ses besoins, et même des choses qui le motivent. Généralement, il se fait en concertation avec les parents. Je dis généralement parce que parfois, il arrive qu'on fasse un plan d'enseignement individualisé, même si le parent n'est pas d'accord pour aider l'élève. Mais généralement, on aime toujours le faire vraiment en concertation avec le parent. Et pour cela, bon, il y a toute une machine qui se met en place pour la réalisation parce qu'il y a d'abord un comité qui va se mettre en place et c'est de ce comité-là qu'on va donc essayer vraiment de rédiger le PEI.
Ce que je tiens encore à dire ici, c'est qu'au niveau de l'Ontario, c'est très important. C'est un document, certes, mais je tiens à préciser qu'il est légal. Il est légal, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est mis en place, les enseignants se doivent de le respecter. Ils ont l'impératif de le respecter parce que si ils ne le respectent pas, ils peuvent avoir des poursuites judiciaires. Donc, c'est très important de comprendre que c'est vraiment un document légal que tout enseignant doit vraiment mettre en place, c'est-à-dire suivre les recommandations qui sont inscrites dans le PEI de l'élève. Parce qu'il est évident que si on l'a fait, c'est parce qu'on jugeait que ces adaptations ou ces recommandations allaient vraiment permettre à l'élève de mieux s'épanouir à l'école et de mieux réussir. Donc, c'est essentiel vraiment de respecter cela. Donc, ça fait partie des mots qu'on emploie couramment à l'école. Et la deuxième expression dont vous avez parlé, c'était la différenciation pédagogique. Exactement. La différenciation pédagogique, je pense qu'on évolue maintenant plus dans ce qu'on appelle la CEA, qui est le concept universel d'apprentissage, qui est très important. Le concept universel d'apprentissage, c'est d'avoir vraiment des classes, parce qu'à l'époque, on essayait de séparer les élèves qui avaient des difficultés des autres élèves, on va dire, normaux. Et tout, je le mets entre guillemets parce que c'est quoi la normalité? C'est devenu vraiment une notion très abstraite. Donc maintenant, on va plus dans la CEA, c'est-à-dire le concept universel d'apprentissage où les enseignants vont élaborer des planifications ou bien des programmes qui vont toucher vraiment tous les élèves, sans qu'on n'ait plus à isoler, par exemple, l'élève en difficulté avec une aide enseignante dans une autre classe spéciale. Maintenant, tout se passe dans la même classe. On essaie vraiment d'aller rechercher les motivations de chaque élève pour essayer vraiment de concevoir des plans d'enseignement qui vont permettre à l'élève même en difficulté de se sentir vraiment inclus. C'est vraiment d'aller trouver des concepts, c'est vraiment de créer des situations d'apprentissage où tous les élèves se sentent rejoints d'une certaine manière. Et là, c'est ce qu'on appelle donc ce concept d'apprentissage universel qui permet vraiment d'aller trouver chaque enfant où il est. Et pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle la pédagogie différenciée qui vont permettre à l'élève, aux élèves avec des moyens, on va dire, même des moyens technologiques, parce qu'à l'ère actuelle, on a vraiment différents types de méthodes ou bien de styles d'apprentissage qu'on peut vraiment mettre en place pour essayer vraiment de toucher chaque élève. Donc, on va essayer vraiment de trouver ces moyens efficaces et interconnectés pour répondre vraiment aux besoins de tout groupe d'élèves en matière d'apprentissage. Donc, c'est vraiment de ne plus isoler ces enfants, mais dans une classe, d'essayer vraiment de concevoir un plan qui va être vraiment différencié dans le sens où chaque élève trouvera sa place. Le plan va être différencié dans le sens où on offre le choix aux élèves. Les élèves ne se sentent plus vraiment cantonnés à un choix où, quand ils ne se retrouvent pas, ils sont totalement perdus. Mais il y a le choix où ils peuvent vraiment, s'ils ne trouvent pas vraiment, s'ils ne se retrouvent pas par rapport à une façon de faire, ils peuvent avoir vraiment une autre méthode qui leur est proposée et qui est peut-être vraiment qui est plus adaptée à leur façon d'apprendre. Donc, c'est vraiment ce concept-là que moi, j'ai ajouté parce que avant, on parlait beaucoup plus de différenciation pédagogique, mais on va maintenant plus dans le concept d'apprentissage universel où tout le monde est dans la même classe et tout le monde et l'enseignant vraiment guide l'élève par rapport à ses besoins, par rapport à ses motivations, par rapport à ses intérêts, en essayant vraiment de tenir compte de tout cela pour planifier. Et là, ça fait en sorte que chaque élève se sente intégré et chaque élève vraiment puisse s'épanouir pleinement dans la salle de classe. Formidable, nous sommes très contents d'avoir tous ces détails. Donc, si je retiens bien, le PEI se fait de manière, comme cela se dit, individualisée et puis sur une durée relativement longue, sur un cursus probablement. Et puis, Il est revisé, hein, il est revisé, il il est faut aussi le revisé dire. chaque Oui, année, oui, effectivement.
Il y a des alors que difficultés. la différenciation pédagogique ou l'apprentissage universel, le plan d'apprentissage universel serait beaucoup plus, concernerait justement toute la classe et chaque et apprenant. Très intéressant en tout cas. Et y aurait-il des défis spécifiques auxquels un nouvel enseignant, parce que notre objectif justement, c'est de permettre à des personnes qui s'intéressent à la profession d'enseignant d'avoir une idée de comment cela se passe. Y aurait-il des défis spécifiques, par exemple, à l'établissement d'un plan d'enseignement individualisé de la part au niveau de l'enseignant? Est-ce que l'enseignant a des défis spécifiques, des risques? Il nous souvient par exemple que certains parents seraient peut-être assez réticents de faire passer leur enfant par le POI et autant de choses. Oui, si on parle déjà du point de vue de l'enseignant, Mm. le PEI déjà ne se conçoit pas tout seul. Ce n'est pas l'enseignant qui le conçoit tout seul au niveau de sa salle de classe, non. Le rôle de l'enseignant là-dedans, c'est vraiment de reconnaître déjà que l'élève est en difficulté parce qu'il va l'observer. Au bout d'un moment, il va reconnaître que l'enfant ou l'élève est en difficulté et il va partager généralement, qu'est-ce que l'enseignant fait? L'enseignant partage ses observations avec l'enseignante ressource. Et avec l'enseignante ressource, ils vont essayer vraiment de mettre des plans en place. Là, on n'est même pas encore au niveau du pays. Ils vont mettre des plans en place pour aider l'élève vraiment à apprendre certainement d'une autre façon, à apprendre d'une façon qui est peut-être mieux adaptée pour lui. Et si on constate toujours que malgré les efforts qui sont faits au niveau de la salle de classe, l'élève, on constate qu'il a les difficultés à un niveau qui ne lui permettent pas vraiment de réussir par ses propres moyens. On va dire, quand je dis par ses propres moyens, c'est-à-dire sans aide, on va dire, autour de lui et tout par rapport aux autres de la salle de classe, parce que c'est vraiment une comparaison. Comment évoluent les autres élèves de la salle de classe? Est-ce que les autres élèves s'en sortent mieux que cet élève? Donc là, on juge donc que peut-être cet enfant a besoin d'un peu. Et là aussi, c'est là où le parent intervient. Généralement, on va contacter le parent pour essayer de faire part aux parents si le parent aussi a observé les faits qu'on a pu voir en classe. Est-ce que le parent l'observe aussi au niveau de la maison? Donc, on va rechercher une communication avec le parent pour que le parent vraiment nous dise aussi au niveau de la maison s'il a observé ce qui a été observé au niveau de l'école. Et quand tout se passe bien, généralement, avec le parent, il y a une conversation vraiment franche. On essaye vraiment de dire aux parents, et voilà ce qui se passe en classe. Il a peut-être des difficultés de prononciation, ça c'est un exemple que je prends. Il a des difficultés à lire malgré tout ce qu'on a pu mettre en place et tout au niveau de la maison. Est-ce que vous avez observé aussi pareillement que nous, à l'école, le parent, certainement, s'il a aussi fait les mêmes observations que nous. Et là, on pourra recommander donc à cet enfant, généralement, parfois aussi, il y a des recommandations qui viennent du médecin traitant, qui viennent aussi, qui viennent appuyer l'observation que le parent et l'école a fait par rapport à l'enfant. Et si tout cela est mis en place, on pourra donc recommander cet enfant-là pour le pays. Donc, l'enseignant vraiment est là aussi en tant qu'un accompagnateur dans ce processus-là. Donc, ce n'est pas l'enseignant à lui tout seul de le bâtir, non. C'est vraiment un processus qui se fait vraiment en collaboration avec l'enseignante ressources et la direction de l'école. Et le parent, bien entendu, et le parent. Donc, par rapport aux parents qui sont parfois réticents, je pense que c'est un mythe. C'est un mythe, pourquoi? Parce que beaucoup de parents ont eu l'habitude de penser que quand leurs enfants avaient un plan d'enseignement individualisé, ça ne leur permettait pas d'aller dans les universités, ce qui est totalement faux. Donc, je pense que vraiment, c'est un mythe qu'il faut déconstruire avec le temps et faire comprendre à ses parents qu'ils ne doivent pas avoir peur, surtout quand leur enfant se retrouve en difficulté, d'apporter ce soutien-là. Parce que le plan d'enseignement individualisé, c'est un soutien. C'est un soutien pour permettre à l'enfant vraiment d'être mieux épanoui à l'école et de réussir. Donc, il y a des enfants, par exemple, des enfants qui sont autistes, par exemple. Si on ne met pas de plan d'enseignement individualisé pour eux, ils s'en sortiront certainement pas toujours à l'école. Donc, c'est un soutien vraiment pour leur aider dans les défis et même leurs forces, parce que le PEI, ce n'est pas toujours par rapport
aux enfants qui ont des difficultés cognitives ou affectives ou bien même des retards en matière de développement. Le peu et aussi parfois on le met en place même pour des élèves qui sont en douance, c'est-à-dire des élèves surdoués. OK? Donc, c'est pour dire qu'un élève qui est surdoué dans une classe normale, parfois, il s'ennuie beaucoup. Il s'ennuie beaucoup. Donc, quand on met en place un peu pour un élève de ce genre, l'adaptation pour lui serait peut-être de lui donner des, des exercices ou bien des travaux qui sont à un niveau supérieur. Et c'est ça qui fait en sorte que l'enfant se retrouve vraiment encore à l'aise dans la classe, alors que s'il suivait le programme normal, c'est un enfant qui s'ennuierait très facilement et qu'on perdrait certainement parce que quand un enfant s'ennuie à l'école, il est tenté même de perturber la classe ou de créer d'autres situations qui ne seront pas favorables même à l'apprentissage des autres. Donc, c'est pour dire, c'est vraiment un soutien qui est mis là pour aider les élèves en difficulté. Donc, c'est essentiel que les parents comprennent que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une barrière. Ce n'est pas une barrière qu'on met pour empêcher leur enfant d'accéder aux études postsecondaires, pas du tout. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un mythe et beaucoup de parents, surtout des parents issus de l'immigration, ont cette idée-là dans la tête, que mon enfant est un peu, il ne pourra plus aller à l'université. Et moi, je dis c'est faux. C'est vraiment un mythe. Donc, avec le temps, il faudra vraiment qu'on travaille là-dessus pour déconstruire cette vision de la chose et amener les parents à comprendre que c'est même dans leur intérêt que leur enfant, s'il se retrouve dans cette catégorie-là, c'est un soutien plus pour l'enfant. Et ça va permettre même à bien, à mieux cerner les défis et les qualités de l'enfant qui pourront l'amener vraiment très loin dans son apprentissage. Merci beaucoup. Merci justement d'apporter cet éclaircissement sur ce mythe-là, ces incompréhensions, parce que justement, il y a beaucoup de réticences et nous sommes très contents que vous donniez toutes ces précisions. Donc, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes aujourd'hui avec Dr. Sandrine Tchatchou, qui est enseignante et aussi parmi la direction ici dans la province de l'Ontario, et elle essaye de nous donner plus de précisions sur les concepts de PEI et de différenciation pédagogique. Donc, tel que compris, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus compréhensible parce que justement, ça va enlever toute la zone d'ombre, d'autant plus que justement, c'est une façon beaucoup plus formelle, beaucoup plus officielle d'apporter de l'aide aux apprenants. Sinon, l'enseignant va se battre à son niveau seul, alors que quand il y a le PEI, c'est officiel, c'est reconnu par le gouvernement de C'est légal. voilà, pour apporter toute l'aide possible. Donc, merci beaucoup pour ces précisions, docteur. Et maintenant, peut-être au niveau de la différenciation pédagogique aussi, y aurait-il des défis spécifiques? Vous avez bien élaboré sur la démarche, mais est-ce qu'il arrive, par exemple, que des apprenants soient dans des contextes où des enseignants, autant pour moi, où il n'y a pas les ressources nécessaires pour implémenter la différenciation pédagogique dans toute sa plénitude. Tout à fait. On essaye vraiment ces dernières années de donner autant de formation que possible. Il y a ce qu'on appelle le perfectionnement professionnel qui est important. Oui, un enseignant peut ne pas avoir des ressources, et ça, ce n'est pas la fin du monde, mais ce qui est essentiel, c'est vraiment d'aller rechercher ces ressources, de prendre l'initiative. Et généralement, quand un nouvel enseignant arrive à l'école, il a du soutien. Il a du soutien de la direction de l'école, il a du soutien du mentor qui lui sera assigné. Et en travaillant en collaboration avec tout ce beau monde, c'est-à-dire la direction de l'école, le mentor, on arrive quand même à lui fournir des ressources qui lui permettront d'implémenter toutes ces ressources mises en œuvre. Le concept d'apprentissage universel,
On a aussi commencé, je pense, depuis l'année dernière, à donner des formations aux enseignants par rapport à cela, comment vraiment rendre la classe inclusive, comment intégrer vraiment euh, tous ces phénomènes, tous ces concepts pour essayer de moins se retrouver isolés, essayer de mieux apprendre vraiment à utiliser toutes ces ressources. Donc, c'est moi, le conseil que je donnerais à ces nouveaux enseignants, vraiment, c'est toujours de communiquer. Parce que je pense que quand on communique, il n'y a pas de problème qui ne peut pas se résoudre. Il suffit seulement de communiquer son besoin et vraiment d'aller rechercher de l'aide. À l'école, vraiment, il y a toujours plusieurs personnes qui sont vraiment ouvertes, qui sont là vraiment pour aider. Et généralement aussi, quand on reçoit de nouveaux enseignants, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le PIPMPE, ce programme qui va leur permettre vraiment, où on va vraiment leur donner des outils essentiels qui leur permettront de fonctionner et vraiment de travailler vraiment efficacement la première année et les autres années qui s'en viennent. Donc, généralement, tout est mis en place pour qu'un nouvel enseignant vraiment ne se sente pas perdu parce que, comme j'ai dit, il y a le programme d'insertion professionnelle pour le nouveau personnel enseignant qui est là. Ensuite, il y a les différentes ressources à l'école, que ce soit des ressources physiques ou des ressources pédagogiques qu'on trouve à l'école et qui aideront vraiment l'enseignant à s'en sortir. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous sommes presque au terme de cette émission, mais peut-être une dernière question. Quand on parle de différenciation pédagogique, il y a aussi des réalités beaucoup plus contextuelles au Canada, notamment les peuples autochtones. Comment est-ce qu'un enseignant peut facilement se prêter à inclure des spécificités autochtones ou des réalités, on va dire, auxquelles peut-être les anciens immigrants ne sont pas habitués. Par exemple, la problématique, on va dire, des transgendres et des élèves transgenres, ainsi que des élèves qui s'identifient comme homosexuels. Comment est-ce que l'enseignant peut facilement les accommoder de manière inclusive sans qu'il y ait des frictions ou des jugements négatifs à leur endroit. OK, très bien. Nous allons maintenant vers un monde où on prône, et c'est essentiel même, je dis c'est essentiel de prôner l'inclusivité et l'équité. C'est essentiel. Avec les peuples autochtones, maintenant, je pense que le Canada a pris conscience parce que l'histoire du peuple autochtone a été, on va dire, cachée pendant plusieurs années. Quand on dit caché, c'est-à-dire on faisait fi de cela, on ne le mentionnait même pas. Et depuis ces dernières années, le Canada a pris conscience qu'il y a eu des massacres qui se sont passés dans les pensionnats, les massacres des enfants du peuple autochtone dans les pensionnats. Et il était temps vraiment de reconnaître cela et vraiment de le mettre en avant dans notre histoire. Parce que pour sortir d'un drame ou bien pour sortir d'un massacre, il faut reconnaître et essayer vraiment d'inclure toutes ces personnes-là qui ont subi ces atrocités. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire avec le peuple autochtone. Et je pourrais même vous dire que le nouveau curriculum de sciences qui est sorti là de la première à la huitième année, on a inclus déjà un aspect qui touche vraiment beaucoup plus l'histoire autochtone dans le nouveau curriculum. C'est pour dire déjà qu'on essaie au niveau du Canada de faire déjà un effort dans ce sens, d'essayer vraiment d'inclure les peuples autochtones vraiment dans la vie sociale, culturelle canadienne. Et ça se fait déjà au niveau de l'école parce que même ces élèves autochtones étaient parfois stigmatisés au niveau de l'école, même au niveau de leur nom. Certains élèves se moquaient d'eux, donc on essaie vraiment d'aller vers là, vraiment d'essayer vraiment d'amener tous ces anciens, enfin toute l'équipe éducative vraiment à être tolérant, à être inclusif
et à pratiquer l'équité. C'est essentiel parce que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où on voit nos différences. On voit nos différences comme une faiblesse. Non, au contraire, nos différences doivent être une source vraiment, doivent être vraiment une force pour tout le monde. Nos différences vraiment doivent nous amener vraiment à apprendre à s'ouvrir au monde et apprendre à se connaître. Et au niveau de l'éducation, on va vraiment dans ce sens où tout élève ou tout enfant à l'école doit se sentir inclus, quelle que soit son origine, quelle que soit son identification, quel que soit son genre, quel que soit, je ne sais pas, quelle que soit toute différence qui existe, chaque élève a le droit de se sentir inclus. Et vraiment, en tant que direction de l'école, nous travaillons vraiment dans ce sens-là, vraiment pour promouvoir l'inclusion. Et on le fait dans nos formations qu'on a, pour essayer vraiment d'inciter aussi le personnel enseignant vraiment à porter cette cause-là en avant, parce que nos différences doivent être, nos différences doivent être vraiment une force sur laquelle nous pouvons compter vraiment pour bâtir un monde inclusif. Donc c'est essentiel que vraiment pour cela, on fasse mention ou bien on mette vraiment l'accent sur ce principe vraiment du respect des différences, sur ce principe vraiment de l'inclusion, de l'équité, vraiment de traiter tout le monde de façon équitable pour que chaque enfant se sente vraiment accepté et inclus dans l'école. Donc, le mot inclus, je le répète vraiment beaucoup parce que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel dans notre monde éducatif maintenant, vraiment, de, de, de l'adopter et de faire de cela on va dire notre motto, de faire de cela vraiment notre, notre mot-clé. On va dire notre mot-clé. De faire de cela notre mot-clé parce que nous sommes dans un monde qui évolue énormément et on doit pouvoir embrasser cette évolution et embrasser nos différences. Formidable. Merci beaucoup, Dr. Sandrine Tchatchou. Vous avez été tout à fait très clair dans vos explications et nous espérons que nos téléspectatrices et téléspectateurs ont pu retenir quelque chose de plus aujourd'hui à travers cet entretien. C'est ainsi que nous parvenons au terme de cette rencontre. Peut-être vous avez un dernier mot à l'endroit de cette émission ou de nos téléspectateurs. Oui, déjà, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce programme. Ce que j'aimerais dire comme dernier mot, c'est vraiment de marteler encore que enseigner ou bien être dans cette profession, c'est-à-dire parce que c'est pas seulement le nouveau personnel enseignant, donc c'est vraiment toute l'éducation comporte beaucoup de personnes, pas seulement les enseignants, c'est vraiment toute une famille. On trouvait les concierges, on trouvait les secrétaires, on trouvait vraiment toute une panoplie d'autres métiers qui tournent autour. C'est vraiment un métier qu'il faut faire vraiment en ayant cette passion pour les enfants. Quand on dit cette passion pour les enfants, c'est vraiment vouloir aider les élèves dans leur apprentissage, vouloir aider les élèves dans leur épanouissement. Et quand ces enfants-là réussissent, c'est vraiment réussissent et sont épanouis parce que le bien-être aussi, c'est essentiel pour les élèves. Quand ces enfants-là réussissent et sont épanouis, et c'est un bonheur incommensurable. C'est vraiment un bonheur incommensurable. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce métier de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Faites-le parce que vous aimez les enfants. Faites-le parce que vous voulez voir cette jeunesse-là vraiment prendre la relève demain. C'est essentiel qu'on puisse former des jeunes de demain qui deviennent des citoyens vraiment modèles et qui puissent vraiment prendre cette relève. On a besoin d'eux. Donc, il faut vraiment se donner à 100% pour leur éducation. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup de joie que nous vous disons une fois de plus merci et nous disons aussi merci à nos auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Moi, c'est Richard Atimnira Nielade et je suis très content de vous avoir accompagné
nous aurons une ou un autre invité dès que c'est possible pour continuer dans cette série d'émissions que vous offre l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Au revoir.